Une fois le cinéma né, il n'a pas fallu longtemps avant qu'il ne soit industrialisé. Cette industrialisation est venue, tenez-vous bien, des États-Unis. Les États-Unis nous ont également donné leur lot de créatures fantastiques. Et ça va nous permettre de continuer notre tour du monde cinématographico-fantastique de 1900 à 1910. Donc, tout d'abord avec William K.L. Dixon, qui a réalisé en 1896 6 petits courts-métrages, qu'il rassemblera en 1903 pour les vendre comme un seul long film de 4 minutes. Il s'agit de Rip Van Winkle. Cette nouvelle de Washington Irving de 1819 ne vous dit peut-être rien, mais vous avez probablement déjà rencontré au moins une adaptation de cette histoire où un homme paresseux s'endort pendant 20 ans, se réveille, découvre un monde nouveau. Moi, j'en connais au moins 2. Le film de 1903 est plutôt une adaptation de la pièce écrite par Dion Boucicault et inspirée de la nouvelle, dans laquelle jouait Joseph Jefferson, qui joue également dans le film. Son fils Thomas Jefferson jouera lui-même Rip Van Winkle. Ce film a été produit et distribué par l'American Mythoscope et Biograph Company, simplement appelée la Biograph, une compagnie fondée en 1895 par William K.L. Dixon lui-même. Ce fut la première compagnie entièrement vouée à la production et à la diffusion de films aux États-Unis, et l'une des plus prolifiques, avec plus de 300 courts-métrages et 12 longs-métrages. Réalisateur principal fut David Griffith, qui l'a rejoint en 1908, et dont je n'ai pas trop envie de parler, à cause d'un certain film qu'il a fait. Il est tout de même à noter que c'est la Biograph qui a découvert le site d'Hollywood. La Biograph n'a pas produit beaucoup de films de créatures, mais on peut citer Les Images Vivantes en 1900, L'Acte de dislocation latine en 1905, et surtout la première apparition de Sherlock Holmes au cinéma en 1900, filmé par Arthur Marvin, Sherlock Holmes époustouflé, où il affronte un magicien. L'acteur qui joue Sherlock Holmes est malheureusement inconnu. William K.L. Dixon, l'homme qui a filmé Rip Van Winkle, est aussi un grand ingénieur qui a aidé Edison à créer le kinétographe et le kinétoscope. D'ailleurs, c'est Edison qui a fondé le premier studio de cinéma, le Black Maria, dans le New Jersey. Il sera remplacé par un vaste studio vitré du modèle de celui de Georges Méliès à Manhattan à partir de 1901. En 1894, Edison exploite ses films dans des kinetoscope parlors, les ancêtres des salles de cinéma, mais où les films ne sont pas projetés. On payait alors 25 cents, mais on pouvait visionner autant de films qu'on le désirait. Des films d'environ 1 minute chacun. Edison ne voit pas l'intérêt de créer un appareil de projection sur écran, ce qui créera une dispute entre Dixon et Edison, et amènera Dixon à rejoindre l'American Mythoscope et Biograph en 1895. Chez Edison, les films de créatures fantastiques commencent avec James H. 8 en 1899 avec Les Tours d'ours. Bon, ok, techniquement, il y a eu Cupidon et Psyché en 1897. Mais franchement, bon. James H. 8 sera plutôt connu pour ses documentaires, il en réalisera plus de 500. Mais le plus gros pourvoyeur de créatures fantastiques chez Edison, et même aux États-Unis entre 1900 et 1910, c'est Edwin S. Porter.
Depuis sa plus tendre enfance, Edwin s'est passionné pour les nouvelles technologies liées au développement de l'électricité et ses applications, et il a rapidement obtenu des compétences d'ingénieur, ainsi qu'une passion pour le théâtre. Il est embauché en 1896 en tant que projectionniste chez Thomas Edison et sera rapidement chargé de diriger et d'animer le nouveau studio d'Edison en 1901. Ce qui intéresse Edwin Esporté, c'est non seulement la technologie, mais c'est surtout utiliser ce nouveau support pour raconter des histoires. Ainsi, dès 1900, il réalisera une adaptation de Faust et Marguerite, mais aussi Le Magicien, Oncle Josh dans un hôtel hanté. Josh, c'est une série de films comiques très courts, avec toujours le même acteur. Si vous avez une série favorite avec un acteur récurrent dans cette période, il a probablement rencontré et ou un hôtel hanté, et ou un magicien, et ou un hypnotiseur. Et c'est le cas d'Oncle Josh dans Oncle Josh dans un hôtel hanté. On peut également voir La Balançoire Mystique, Shang Lang Fu vaincu. Dès 1902, Edwin Esporté réalisera une adaptation de Jacques et le haricot magique, avec une fée qui fait pousser le haricot magique jusqu'au pays de l'ogre, et on peut voir que les décors sont très beaux. En 1905, il a réalisé une adaptation de La Veille de Noël, un poème de Clément Moore. Alors, ce poème ne vous dit peut-être rien en tant que tel, mais sachez que c'est ce poème qui a posé les bases de ce qu'est le Père Noël aujourd'hui, puisque dans le poème, Saint Nicolas arrive dans son traîneau volant, tiré par 8 rennes, entre dans la maison en passant par la cheminée, et en emportant un sac de jouets. Il fait même ho ho ho. Ce film de 1905 a de très beaux décors et des rennes. Ne sont-ils pas tout mignons? En 1905, Edwin Esporté réalisera aussi La Fichue Famille et Le Fichu Chien, notamment avec Frank Daniels et Charlotte Walker. Dans ce film, un chien se fait pulvériser, puis les morceaux se remettent ensemble d'eux-mêmes. En 1907, il a réalisé Les Nounours, dont vous avez peut-être déjà entendu parler si vous êtes un adepte de stop motion, ce qui est en fait une adaptation de Boucle d'Or. En 1908, il réalisera Le Bouffon, où une fée fait apparaître et métamorphose des objets et des êtres vivants.
Et en 1910, il réalisera la deuxième adaptation d'Alice au Pays des Merveilles, avec Gladys Hulett et Yalbos notamment. Alors c'est une adaptation, je trouve, qui a de moins beaux costumes et de moins beaux décors que l'adaptation britannique, mais il y a des effets spéciaux très chouettes, par exemple cette chute dans le terrier du lapin, le rétrécissement ici qui est très fluide comparé à la version britannique, et l'incrustation de ce petit chien tout mignon. Mais le nom d'Edwin Esporté vous est peut-être connu parce qu'il a réalisé ce que beaucoup considèrent comme étant le premier western de l'histoire du cinéma, Le vol du Grand Rapide, qui vous dit peut-être quelque chose. De 12 minutes qui utilise une quarantaine d'acteurs, une vingtaine de plans, une dizaine de lieux en intérieur et en extérieur, qui pose les bases du western en 3 parties, le crime, la poursuite et la confrontation finale. Edwin Esporté quittera Edison en 1910 pour retrouver rapidement un emploi auprès de producteurs indépendants et pour rejoindre en 1912 la Famous Players Film Company, que l'on connaît aujourd'hui comme la Paramount Pictures. Malgré plusieurs succès filmés, il ne se sent plus en accord avec les nouvelles orientations du cinéma, et s'il se reconnaît lui-même comme ayant de grandes qualités techniques, l'esthétique liée à l'expressionnisme du cinéma muet lui échappe. Il se retirera alors du cinéma. Mais revenons à Alice, qui est jouée donc par Gladys Hulett. Gladys Hulett a joué pour un autre grand film, pour une autre compagnie, la Vitagraph. J'ai déjà longuement parlé de la Vitagraph et de son fondateur James Stuart Blackton dans une autre vidéo. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller la voir. James Stuart Blackton a réalisé lui aussi plusieurs films très courts en 1900, un épisode d'une série de films courts avec Hooligan Ed le magicien, Le clown et l'alchimiste, mais aussi ce film d'un magicien, Le dessin enchanté, le grand-père de tous les dessins animés. En 1907, bien sûr, il réalisera sa propre version de l'Hôtel hanté, ce qui fait de James Stuart Blackton la première personne de laquelle on parle, et pour ses dessins animés, et pour sa stop-motion, et pour ses films de créatures fantastiques. Ce qui prouve une nouvelle fois, s'il en était besoin, à quel point cet homme était un touche-à-tout. En 1908, il réalisera un film qui raconte une petite histoire, La main voleuse, dans laquelle un homme avec un seul bras se fait greffer une main de celle d'un voleur, donnant lieu à quelques scènes qui m'ont fait un peu rire. Enfin, en 1908, il réalisera Princesse Nicotine, avec Paul Banzai, un autre acteur très prolifique de l'époque, et Gladys Hulett justement.
qui a commencé à jouer à 8 ans, a également joué dans un autre film de la Vitagraph, réalisé celui-ci par Charles Quint en 1909. Il s'agit de l'adaptation de Songe d'une nuit d'été de Ce coup une lance. Adaptation plutôt fidèle de cette pièce dans laquelle des fées et un lutin jouent avec un filtre magique entre eux et sur des humains, ce qui donne lieu à plusieurs quiproquos comiques. Contrairement au précédent, ce film a de très beaux costumes, mais assez peu d'effets spéciaux, si on accepte quelques câbles, arrêts de caméra et surimpression. Il y a néanmoins beaucoup de personnages dans cette pièce et vous serez vite perdu si vous ne connaissez pas la pièce originelle. Eugène Lubin est au scénario, mais ce film a surtout un gros casting, notamment Dolores Costello, qui joue une fée, qui a également joué en 1926 avec une créature fantastique dans La Bête des Mers, aussi connue comme la grand-mère de Drew Barrymore. Elle joue avec sa sœur, Hélène Costello, qui jouera dans le premier long métrage parlant, Les Lumières de New York. Leur père, Maurice Costello, qui joue Lysandre. Et au milieu d'eux, tout plein d'acteurs prolifiques comme Rose Tapley, Julia Svine-Gordon, Elita Proctor-Otis, William J. Humphrey. Nous retrouvons Gladys Hulette qui joue Puck et Florence Turney qui joue Titania, qui était connue comme la Vitagraph Girl, l'actrice la plus emblématique de la Vitagraph. Notez qu'il y avait au moins 3 autres majors pendant cette période aux États-Unis: la Lubin, la Selig et le Sonney. Mais je n'ai malheureusement retrouvé aucun film de créatures fantastiques de ces 3 compagnies. Pour conclure, on voit que les 3 majors des États-Unis ont su passer des films très courts de moins d'1 minute et à des films à peine plus longs qui racontaient une histoire, jusqu'à nous montrer 2 très beaux films remplis de décors et d'effets spéciaux, 2 des adaptations de livres anglais d'ailleurs. Mais ces 3 grosses compagnies ont laissé finalement assez peu de place aux féeries, ce qui ne sera pas le cas dans tous les pays.